L'after avec vous, avec Ali Benarbia, François Manardo. On vous attend au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. On est ensemble jusqu'à minuit. Vous nous suivez, vous le savez, en simultané sur RMC et sur BFM Sport. On vous a donné toutes les infos mercato du jour. Tout à l'heure, il y aura le je m'en fous pas, mais on ouvre notre page étranger. Et vous savez, c'est les qualifs pour la Coupe du Monde 2018. On va d'abord vous donner tous les résultats du soir, parce qu'il y en a eu évidemment des matchs ce soir. Dans le groupe C, l'Irlande du Nord qui gagne en Azerbaïdjan, l'Allemagne qui bat à Saint-Marin 7-0. On va en parler tout à l'heure avec David Lorto. La Norvège et la République tchèque ont fait match nul, un but partout. C'est l'Allemagne qui est en tête de ce groupe. Devant d'ailleurs l'Irlande du Nord qui est deuxième avec 13 points. Dans le groupe E, le Danemark qui gagne au Kazakhstan 3-1. Le Monténégro bat l'Arménie 4-1. La Pologne bat la Roumanie 3-1. La Pologne est en tête avec 16 points. Le Monténégro deuxième avec 10 points. Le Danemark troisième avec 10 points également. Et enfin, le groupe F, celui qui nous intéresse pour l'Angleterre, la Slovénie qui bat Malte 2-0. Écosse et Angleterre, donc 2 buts partout. La Slovaquie gagne en Lituanie 2-1. Au classement, l'Angleterre est en tête avec 14 points. Deuxième, Slovaquie 12 points. Troisième, Slovénie 11 points. Voilà pour les résultats. Vous l'avez vu, l'Angleterre qui fait match nul en Écosse. Un scénario incroyable, sympa en tout cas. Philippe Auclair est avec nous. Salut Philippe. Salut les gars. Comment salut ça va Flo. Philippe? Ça va très bien, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de grave. Rien de grave. Alors attends, on va donner Times. pour ceux qui ont cherché l'animal qui t'a fait chuter. C'est pas un cheval, c'est plus petit que ça. C'est un chat. Oui. Et il faut savoir, pour ceux qui ont des chats, comme François, Oui. que le chat se met dans tes pattes. Oui. Et c'est vrai que c'est une particularité. C'est marrant ce que dit Flo parce que moi, mon chat se met toujours dans les pattes de ma femme, jamais dans les miennes. Ah non, mais il se met dans. Je dis mieux que. C'est pour ça que je comprends ce qui est arrivé à Philippe. Oui, mais moi aussi. C'est pour ça. Il se met plus qu'il se met dans tes pas. Il se met dans tes pas quand tu marches. Oui, dans ta foulée. Il arrive à se mettre dans ta foulée. Complètement. Ils adorent ça. J'ai fait un shoot incroyable un jour sur mon chat qui en a réchappé. Mais bon, Philippe lui est tombé. Bon voilà. Oui, c'est rien de grave. Absolument rien de grave. Bon, parfait. C'est une vieille côte fêlée qui s'est réveillée. Ah quand même. Ah ouais, quand même. Non, mais je m'étais fêlé la côte avant pendant l'hiver. Je me Ça fait assez souviens. mal. Tu avais glissé sur la glace de Londres. Exactement. Sur le verglas londonien. Verglas, absolument. En même temps, si le chat de Philippe c'est le même que le mien, un British Shorthair, c'est normal qu'il soit cassé la gueule. On ne connaît pas. Ça fait 7-8 kilos. Ouais. Puis Ils sont très très bien nourris, je vous rassure. Bon, très bien. Ah, ben voilà. Alors, Philippe, on va parler de l'Angleterre. D'abord, on rappelle qu'il y a France-Angleterre un mardi soir sur RMC. Évidemment, Absolument. on va suivre ça au Stade de France. Et donc, on a regardé avec intérêt ce match et toi aussi. Match incroyable. Fin de match incroyable entre l'Écosse et l'Angleterre. Écoute, oui, un match franchement qui ne nous a pas tenu en haleine. C'est moins qu'on puisse dire pendant un bon bout de temps, malgré une très grosse atmosphère, une très grosse ambiance comme d'habitude à Hampden Park. Lorsque l'ennemi héréditaire, les Sassnarts, descendent à Glasgow, il y a toujours une ambiance un petit peu particulière. Quand tu vois Brown, le capitaine de l'équipe d'Écosse, qui fait une faute qui mérite carton jaune dès la première minute et qui se le prend le carton à la troisième, tu te dis, tu comprends le genre d'après-midi qu'on va avoir, mais le football était franchement de qualité médiocre. Ça s'est réveillé en toute fin de rencontre, l'entrée en jeu d'Oxlade-Chamberlain, un but un petit peu chanceux dans sa construction, mais bon, une jolie frappe que Gordon aurait dû évacuer, mais qui a fini malgré tout dans le filet écossais. Et on se dit, bon, ça y est, l'Angleterre qui avait eu beaucoup d'occasions tient ses 3 points, la logique est respectée. Et puis non, 2 coups francs de Lee Griffiths, l'attaquant du Celtic, je dis attaquant du Celtic, mais qui n'est pas vraiment titulaire au Celtic en l'occurrence. 2 coups francs directs, 2 coups francs qui finissent l'un sur le côté gauche de Joe Hart, et l'autre le côté droit. On peut pas dire que le gardien se soit couvert de gloire sur le deuxième de ses coups francs. Et on s'est dit, bon, l'Écosse tient une victoire, je dirais pas historique, n'exagérons pas, mais une victoire importante en tout cas pour sa fierté et également pour ses chances d'arriver peut-être, qui sait, à une place de barragiste dans ce groupe, puisque en cas de victoire, l'Écosse montait à 10 points, donc elle était tout près. En l'occurrence, Harry Kane était là en toute fin de rencontre pour appliquer d'une reprise de volée du droit la correction et tout compte fait, l'Angleterre qui s'en tire bien, bon, qui finit avec 2 points. Je te dirais franchement que dans ce groupe, ça fait un petit bout de temps, ça fait un petit bout de temps quand même que les choses sont réglées. L'Angleterre est toujours invaincue. Elle avait des matchs compliqués à jouer. Ces matchs les plus compliqués, elle les a déjà joués, à savoir que elle a été jouée en Slovénie, elle a été jouée où elle a fait match nul, elle a été jouée en Slovaquie où elle a gagné. Ses 2 adversaires principaux, elle a fait match nul en Écosse, a priori pour l'équipe de Gareth Southgate. Pas de problème pour 2018.
Mais cela dit, c'est une question que je vous pose également. Moi, quand j'ai vu ce match, la première chose qui me soit venue à l'esprit, c'est pourquoi joue-t-on des matchs aussi importants après une saison qui a été tellement épuisante pour les joueurs, et ils sont plus, tout simplement physiquement, ils ne sont plus là. Ils ont explosé. Nous, on se posait la question sur nos cadres bleus, parce qu'il y a beaucoup de nos cadres certains qui sont fatigués, qui sont cuits, comme Griezmann. C'est pour ça que notamment. N'Golo Kanté n'a pas joué, parce qu'il est cramé. C'est pas parce que Didier Deschamps l'aime pas, c'est pas simplement parce que il y a un peu des deux, peut-être, Philippe. C'est pas qu'il l'aime pas, mais comme il a des joueurs qui ont des totems d'humilité devant lui, il a un peu de mal à se décider à le faire jouer. Mais objectivement, si tu veux, je comprenais. Non mais Philippe, N'Golo Kanté n'a pas eu de match Champions League, il me semble qu'il n'a eu que le championnat. Donc Mais il a joué tous les matchs. Il a joué tous les matchs quasiment, sauf quand il était blessé. Et les derniers matchs de la saison, moi j'en avais parlé avec une partie du staff médical et des physios de Chelsea, mais N'Golo, il était tout simplement, il était claqué, tout simplement. Et physiquement, il ne tenait plus le coup, il ne faisait plus autant de sprints, il n'allait plus aussi rapidement. Bon, c'est normal, tu joues des matchs à une telle intensité. Et quand on parle de l'équipe de France et de l'équipe d'Angleterre, on parle de joueurs qui, généralement, sont titulaires dans les plus grandes équipes dans leur championnat, ce qui signifie qu'ils sont en permanence la cible, également de leurs adversaires. Donc ils donnent beaucoup plus qu'un joueur qui serait, par exemple, les joueurs de l'équipe d'Écosse. Donc je te prenais l'exemple de Lee Griffiths, le héros, enfin le demi-héros écossais aujourd'hui. Lee Griffiths, j'ai pas regardé son temps de jeu aujourd'hui, j'aurais dû le faire d'ailleurs, excusez-moi, mais ça n'est pas le championnat d'Écosse n'est pas aussi exigeant, il est pas titulaire, c'est Dembélé. Mais voilà. Donc de ce côté-là, on parle d'équipes qui sont dans un contexte complètement différent. Et on a vraiment senti aujourd'hui des joueurs du côté de l'équipe d'Angleterre. Je pense à Kyle Walker, je pense à Harry Kane qui a été un petit peu fébrile devant le but, qui a eu 2 occasions qu'il aurait mis au fond sans problème avec Tottenham il y a 2 mois de cela. Je pense à Eric Dyer, je pense à Chris Smalling, je pense à des joueurs qui sortent d'une saison compliquée, dans le cadre de Smalling avec des blessures également, et qui n'étaient pas nécessairement au niveau physique attendu dans un rendez-vous de ce type, dans un stade plein, comble, dans un match qui a une telle importance, qui est le plus ancien des matchs internationaux. Hein. Le premier match international a été joué entre l'Écosse et l'Angleterre. C'était en quelle année ? C'était en 1872, non ? Je peux me tromper ? Je suis juste en train de regarder. Ça m'intéresse. 72, 71, 145 ans. Ça doit faire quelque chose. Possible. Il me semble que c'était ça. D'ailleurs, l'Écosse était à l'époque nettement supérieure à l'Angleterre, parce que c'est les Écossais qui ont appris aux Anglais à jouer au football. Comme la question, Philippe, la question du calendrier. Bon, il y a peut-être, même si c'est pas une bonne explication, mais il y a peut-être un jeu de bascule entre le fait que les sélectionneurs, à l'unanimité, ont demandé il y a 3 ans, 4 ans de ça, à ce que soit supprimée la date du mois d'août. Même si, attention, France-Pays-Bas se jouait en août, mais ce sera le 31 août. Mais avant, souvenez-vous, il y avait un match qui était toujours très très compliqué, le 15 août. Pour le moins, oui. Qui était en plein milieu du mois d'août. Donc ils l'ont obtenu. En revanche, on a rajouté une date de qualification, non pas de match amical, mais de qualification sur la fin de la saison. Donc c'est le mois de juin. Et comme tu le dis, et comme on le voit, et comme on va le constater mardi soir, ce sera un match de colonie de vacances, mardi soir au Stade de France. Avec, je pense, l'équipe B ou C même. On en reparlera, ouais. On va parler parce que tu vas nous dire avec une date donc de match de qualif maintenant sur juin pour donner aussi de l'intérêt. C'est vrai. Alors Philippe, donc on va parler du match de mardi avant de faire un petit point sur les 2-3 infos qui circulent sur le mercato anglais. Tu le dis, équipe B ou C, donc c'est sûr. On verra qui en gros d'après toi dans ce match. Écoute, je vais te dire que ceux qu'on ne verra pas à mon avis, c'est plutôt ça comme ça qu'il faut prendre les choses. Tu verras pas Harry Kane. Ali, ça m'étonnerait beaucoup. D'ailleurs, Rashford, je serais surpris si on le voyait. Walker, on ne verra pas. Walker, peut-être pas. Lallana, il a aussi beaucoup joué. Il a été blessé et puis c'est un joueur qui se dépense énormément. Il n'y a pas de joueur en Angleterre qui court plus que Lallana sur un match. Il a une moyenne de course d'environ 14 km par match, ce qui est complètement hallucinant. Hein. Mais bon, c'est une équipe de Klopp, donc c'est un petit peu normal. Je pense qu'il va y avoir des changements en défense centrale également. On verra peut-être John Stones, allez savoir. Gary Cahill n'a pas eu un match absolument fantastique. Donc grosso modo, je vous parle d'une équipe qui sera changée à la moitié, si ce n'est au je pense que l'équipe de France aussi. Ouais.
Je pense aussi. Mais bon, cela dit, on parle quand même de groupes qui ont de la profondeur. On parle pas de, je dirais, par exemple, Jake Livermore a joué en milieu de terrain aujourd'hui pour l'Angleterre. Très honnêtement, ça m'a surpris. C'était un choix un peu surprenant. Il y en a d'autres derrière qui peuvent prendre sa place sans le moindre problème. Hein. Mais bon. Je m'en veux un petit peu de dire ça, mais je ne m'attends pas à un match époustouflant. Ah non, mais oui, mais mille fois oui, Philippe. La seule préoccupation mardi soir, c'est de savoir où va se trouver, si c'est au Bourget ou ailleurs pour l'avion pour partir en vacances. Hein. Ouais. Exactement. Alors justement, ils les ont bien mérité ces vacances. Hein, totalement, et c'est vrai. Oui. On peut s'étonner d'ailleurs un peu quand même de ça. Autant de matchs avant là, le Paraguay, c'est évidemment un match de préparation. Ça c'est utile. Mais après, le match après, à part évidemment une date pour le Stade de France, aussi pour des raisons de marketing, de billetterie. Non, une question de contrat. Une question de contrat, parce que tu dois des matchs au Stade de France. Oui, c'est ça. Après, bon, l'Angleterre, et Philippe, tu le sais comme nous, il y a un retour du cœur, plus qu'un retour d'ascenseur, n'est-ce pas, par rapport au match qui avait été joué à Wembley après les attentats. Qu'on n'a certainement pas oublié, absolument. Qu'on n'a pas, et qu'on ne doit pas oublier. Maintenant, ça reste un match de foot, le dernier de la saison pour des joueurs des deux côtés qui ont beaucoup fait plus que tout donné, qui sont, et là au niveau de l'influx, ils n'y seront plus mardi soir. Alors, effectivement, ça sera peut-être l'occasion. Excuse-moi, mais je regarde le groupe qui a réuni Gareth Southgate. L'occasion, par exemple, de donner sa chance à Jack Butland, par exemple le gardien qui revient de blessure, qui est revenu d'une longue blessure, mais en qui pratiquement tout le monde voit le futur numéro 1. Et quand je dis c'est le futur, c'est un futur très proche de l'équipe d'Angleterre. Donner leur chance peut-être à des joueurs comme Aaron Cresswell, l'arrière gauche de West Ham. Donner sa chance à un joueur comme Ben Gibson également de Middlesbrough. Qui a vraiment impressionné avec son équipe en championnat, même si Middlesbrough a été relégué. Donc l'occasion peut-être de donner. Et d'ailleurs, le match n'en serait pas plus mauvais pour cela. On aurait des joueurs qui auraient véritablement quelque chose à montrer, démontrer, et des points peut-être à marquer avant les rencontres de l'automne. Cela dit, là, t'as raison, c'est un peu la même chose en France. Les matchs, évidemment, on peut dire ça sert à rien, mais vu ce qui s'est passé là, mais c'est la défaite en Suède qui donne de l'intérêt du coup au match de mardi soir. Nous aussi, les jeunes et tout, et les autres qu'il n'a pas fait jouer, ceux qu'il a fait peu jouer et ceux qui n'ont pas joué, ils vont avoir à cœur à lui montrer la casette et compagnie. Le pragmatisme de Didier Deschamps, Flo, dont tu faisais évidemment avis dans ton avis, pardon. Là, lui, le match de mardi soir, il va être très 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 pragmatique. Il va vraiment le jouer pour le gagner, je pense. Hein. On verra. Tiens, le match Écosse-Angleterre, en tout cas, donc le premier match de foot plus que d'habitude international entre deux nations. Effectivement, c'était le 30 novembre 1872. Ah, bravo. 4000 d'accord, donc j'étais pas si mal. 4000 spectateurs et il y a eu 0-0. Ça commençait mal. Enfin, on ne sait pas d'ailleurs, parce que des fois il y a des bons 0-0. Glasgow. Ah, c'était à Crescent Park. Non, Hamilton Crescent. Partick. Partick, c'est ça. C'est en Écosse. Oui, c'est le même côté, c'est la même partie d'Angleterre, de l'Écosse. 1872, en tout cas, c'est aussi l'année de fondation du Havre. Il y a un lien de toute façon évidemment très fort. Absolument, des clubs marines avec les étudiants d'Oxford et de Cambridge qui sont arrivés dans mon club. Un peu d'histoire ne fait pas de mal. C'est aussi l'année de la création de la FA Cup. Ah ouais, d'accord. 1872, ah oui. Plus fort que nous. C'est la plus vieille compétition du monde. De club. De club. C'est ça. Oui, tout court. Et nous, on est en 1917. Pour la coupe, puisque c'était le centenaire. Zlatan, un mot sur Manchester United et Zlatan. Donc Zlatan ne sera pas prolongé, c'est officiel. Et donc évidemment, on se demande ce que va faire Zlatan. Je ne sais pas si en Angleterre on se pose la même question. Alors écoute, non, c'est pas qu'on s'en fout. Je dirais que ce qui se passe à Manchester United au niveau du recrutement est tellement saisissant et impressionnant que le départ de Zlatan, qui n'est une surprise pour personne après sa blessure, le fait il n'avait un contrat que d'1 an, ne l'oublions pas. Le principe d'une prolongation était acté, mais avant sa blessure. Quand tu as 35 ans, que tu te pètes les ligaments, c'est un peu compliqué. Il y a une volonté de rajeunissement de l'effectif du côté de Manchester United, une volonté également de trouver des joueurs qui sont peut-être plus mobiles, plus rapides sur le terrain que pouvait l'être Zlatan. Et du coup, on a eu confirmation aujourd'hui de Lindelof qui arrive de Benfica, le joueur de l'équipe de Suède. Je n'ai pas besoin de vous le présenter, vous l'avez vu à l'œuvre. Qui arrive donc, ça c'est confirmé, de Benfica. On est convaincu maintenant qu'Alvaro Morata
sera à Old Trafford l'année prochaine. Il y a des négociations également pour Belotti. Il y a des négociations pour Fabinho. Il y a des négociations pour Perisic. Donc, si tu veux, Flo, le focus que l'on a sur Manchester United est plus un focus orienté vers l'avenir et vers les joueurs qui vont arriver plutôt que vers ceux qui vont partir, même si jamais c'est un joueur aussi important que Zlatan, dont on ne peut vraiment pas qualifier la saison à Old Trafford d'échec. Ah ouais. En fait, il a fait une saison qui a épaté tout le monde. Personne ne s'attendait à ce qu'il fasse une saison pareille lorsqu'il est arrivé. Alors moi, je vais te dire, sur Zlatan, je trouve que c'est le coup parfait pour Manchester. Parce que, bon, il s'est blessé, c'est terrible pour lui, mais finalement, pour une année, c'était très bien. Tu l'as dit, il fait une bonne saison. C'est un gars dont on sait qu'en championnat, dans toutes ses compétitions domestiques, il est brillant, il peut marquer des tas de buts, mais quelque part, tu l'as dit, pour l'avenir, pour la Ligue des Champions dont on sait que Zlatan n'est pas un grand fan puisqu'on connaît ses stats, c'est pas la solution pour Manchester. Moi, je vais poser une question à Philippe, c'est concernant la mentalité de Manchester United. Je suis très très surpris avec ce qui s'est passé la blessure, que le club ne l'ait pas gardé au moins un an. Ils lui ont peut-être fait une proposition, Philippe. Non, je crois pas. Va savoir. Mino Raiola, très tôt, a beaucoup parlé de propositions d'autres clubs. La proposition de prolongation du contrat avait été faite plus tôt dans la saison. Une saison, rappelons les stats de Zlatan en Première Ligue, c'est 17 matchs en 28 buts, ce qui n'est quand même pas rien. Et au total, toutes compétitions confondues, 28 buts en 46 matchs. 46 matchs pour un attaquant de 35 ans. Et attention, quand on parle de matchs joués par Zlatan, on ne parle pas des matchs où il est rentré à la 87e. Il était titulaire la plupart du temps, quasiment tout le temps. Donc le côté sentimental, on peut l'oublier. Manchester United a changé de... Ouais, a changé non de pas mentalité, d'ADN, mais bon, ils ont changé. C'est plus le Manchester United d'autrefois, c'est plus celui d'Alex Ferguson ou même de David Gill, l'ancien directeur sportif. Aujourd'hui, la personne qui est le directeur sportif est quelqu'un qui est avant tout un comptable et un spécialiste du marketing. Les propriétaires, c'est la famille Glazer qui est basée en Floride, qui s'intéresse aux résultats sportifs, mais s'intéresse d'abord surtout aux à l'argent financier. Oui. Et José n'est pas non plus un sentimental. Il a un rapport très très fort avec ses joueurs et un rapport particulièrement fort avec Zlatan, ça tout le monde le sait depuis qu'ils ont été ensemble à Milan, à l'Inter. Mais il y a une priorité qui a été donnée. Après, je me demande, tu sais, je pense à ça maintenant. Je me demande si le fait que Manchester United, en remportant l'Europa League, s'est qualifié pour la Ligue des Champions et la phase de poule, donc directement dans la phase de poule, ça n'a pas d'une certaine manière hâté la décision pour Zlatan. Si jamais tu es dans une situation où tu n'es pas tu es en Ligue Europa, tu n'es pas en Ligue des Champions, tu es en championnat, etc. Bon, Zlatan, ok, on peut le conserver une saison. Là, c'est différent. La Ligue des Champions, quand tu es Manchester United, tu la joues à fond. Tu peux imaginer que Zlatan, sur le banc, derrière un Morata, derrière un Rashford, derrière un Belotti, va savoir. Tu l'imagines pendant toute une saison en train de faire c'est exactement ce que je me dis, moi. C'est pour ça que je te posais la question de savoir quid de lui reproposer un contrat, mais en lui, d'abord par rapport à la blessure et par rapport à ce que tu nous présentais, la reconstruction de MU, de lui dire, écoute, tu vas pas pouvoir être titulaire de nouveau, et il va falloir que tu commences à prendre tes marques en allant sur le banc, parce qu'on va recruter du lourd et du jeune. Tiens, Shaker est avec nous, il veut nous parler de Zlatan. Salut Shaker. Salut à tous. Salut Philippe. Je suis tout secoué. Je suis tout secoué à l'idée de t'écouter. Comme d'habitude. Ouais, je la fais à chaque fois parce que Shaker on l'a souvent. C'est ça. Allez, vas-y, tu voulais nous parler de Zlatan. Est-ce que t'es triste de le voir partir ou pas du tout? Pas du tout. En fait, on s'était eu l'année dernière au moment de l'officialisation du transfert de Zlatan. Et moi, je disais que dans la politique sportive, est-ce que Manchester United voulait faire dans le futur, baser, on va dire, son jeu sur un attaquant de 35 ans, tout Zlatan qu'il est, moi je trouvais c'est pas ça très logique, on va dire, quand on veut construire. Néanmoins, Zlatan a fait quand même une saison fabuleuse pour quelqu'un de 35 ans, 36 ans. C'est quoi, 28 buts en 40 matchs à peu près, je crois que Philippe l'a dit. Oui, 28 en 46. Mais, il faut pas oublier quelque chose. Dans les tractations contractuelles, etc., United lui a proposé quelque chose au mois de février. Et au micro de Sky, Zlatan avait sorti son speech, je suis un lion, etc., je marche pas avec les humains. Et en même temps, il avait dit, moi je reste que s'il y a des recrues, que si on est en Ligue des Champions, que si. Et à ce moment-là, moi je me suis senti trahi.
je pense que les supporters du PSG vont me comprendre. Monsieur était en mode plutôt je décide. Et ben malheureusement la blessure est venue. Enfin, je souhaite les ligaments croisés à personne, mais la blessure est venue. Et puis tout d'un coup, le lion s'est transformé en agneau et maintenant il demande un contrat. À la base, Zlatan Ibrahimovic avait négocié pour un an plus un an optionnel. Et au mois de février, il ne voulait pas forcément lever son option. Donc au final, c'est un échange de bons procédés. Tu nous as donné un an, on t'a donné 16 millions d'euros bruts en une année. Et moi, je trouve pas ça logique de garder un attaquant de 36 ans, blessé jusqu'au mois de janvier, parce qu'il s'est fait les croisés au mois de mars, il a au moins 7-8 mois minimum. Il va revenir au mois de janvier. Je ne vois pas United payer 16 millions en gros sur l'année, voire 8 millions entre juillet et janvier. Et lui garantir une place de titulaire en plus. Malgré ce, impossible. Moi, sur ce que j'ai entendu là récemment, il va faire sa rééducation quand même à Carrington, donc à Manchester United. Il va rester dans le club le temps de faire sa prolongation. Et je pense que si Morata se pète, si Rashford se pète, si Martial se barre, peut-être que Zlatan, on lui proposera quelque chose. Mais aujourd'hui, Zlatan a parlé en début d'année en disant United peut-être est trop petit pour moi. Moi j'ai des ambitions. J'ai jamais joué pour finir 6e. Ok, t'as été notre attaquant, on a fini 6e. Et c'est peut-être à cause de toi. Donc au final, ce que Philippe disait, c'est moi je suis complètement d'accord. On a arrêté d'être sentimental. On a acheté Lindelof. 35 millions plus 5 millions de bonus. Je trouve ça très très bon. C'est un très bon joueur. Enfin, pour ceux qui ont regardé le match de l'équipe de France hier, très habile, etc. C'est un jeune joueur. Il va aller bien avec Eric Bailly. On va avoir Perisic qui va bientôt arriver. Donc au final, le mercato de Manchester s'emballe. On va dépenser des millions. Mais dépenser les millions pour retrouver les sommets, c'est une stratégie. Alors on a des équipes qui dépensent peu et qui mettent tout sur un entraîneur comme Liverpool mais qui finissent nulle part. Nous on a besoin de dépenser des millions. Ils ont terminé 4e. Ils ont terminé 4e. Manchester United a fini 6e. Non, mais ils finissent nulle part. Non, avec un effectif. Ce que je veux dire, c'est que en fait, je pense, après je dis ça, c'était juste pour vanner, c'était ma tacle annuelle à Liverpool. Mais ce que je veux dire, c'est que on est champion d'Europe, donc petit champion d'Europe, on va dire. On veut faire bonne figure en Ligue des Champions, pardon. Et si on n'améliore pas sensiblement l'équipe et donc lâcher les euros ou les livres, on n'arrivera à rien. Et je pense que ça reste dans la stratégie. Merci Shaker d'avoir été avec nous. Oui, Ali. Ça me fait de la peine, moi, quand il parle de Manchester United. C'est-à-dire que moi, cette équipe de Manchester United me plaît pas. Quand il y a des matchs anglais, avant j'avais un plaisir à regarder de suivre Manchester United. Là c'est pas le cas. Je vais regarder Tottenham, je vais regarder Chelsea, mais pas Manchester United. On verra la suite dans quelques instants. On rappelle juste que Bakayoko aussi irait vers Chelsea. Un ancien Citizen qui dit ça, mais c'est un ancien joueur de City. Ali, Philippe, Bakayoko vers Chelsea, on dit la même chose en Angleterre. Ça sent bon ou pas? Une des nombreuses pistes. Tu sais, il y a un truc, Flo, faire très attention avec les rumeurs qui lie quelque chose que ce soit à Chelsea. Je t'ai expliqué pourquoi. Tout simplement parce que les gens qui s'occupent des transferts à Chelsea, c'est-à-dire Michael Emenalo et Marina Granovskaya, sont des gens qui travaillent dans la discrétion la plus absolue. Je dis bien la plus absolue. FBI. On ne sait, oui, et pas le FBI de Comey, ou pas le FBI de Trump. Mais ce sont des gens qui, tout d'un coup, tu vas apprendre. Moi, je te dis ça de l'intérieur, en l'occurrence, c'est que pour d'autres clubs, j'entends beaucoup de choses. Tu vois, ça circule. Pour Chelsea, c'est secret défense. Donc, on entend des trucs. Par exemple, on a entendu pour Bonucci, on a entendu pour Alexandro. Pour Romelu Lukaku, c'est le secret de Polichinelle, mais ça fait des mois qu'on est au courant. Hein. Pour les autres joueurs, je dis toujours, pour Chelsea, prendre ça avec des grosses pincettes. Avec des grosses pincettes, parce que c'est un club qui fonctionne d'une manière complètement différente au niveau du recrutement et de la façon dont ils utilisent les médias et les fuites. Puisque tout le monde utilise les médias et les fuites. Hein. Je veux dire, on reçoit des coups de téléphone d'agents. Par moment, tu as un briefing off the record avec quelqu'un d'un club. Et il va te faire comprendre qu'il faut bien que tu fasses avancer ce dossier-là. Avec Chelsea, tu n'as jamais rien.
Rien. Okay. Bon, alors on va rester calme avant de dire que Bakayoko va vers Chelsea. Russe. Ouais, merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous. Et à mardi au moins, peut-être avant d'ailleurs. D'ici là. Je pense avant, oui. Je pense qu'on se retrouve on se retrouve dès demain dans les grandes gueules et évidemment lundi dans le grand after. Absolument. Merci Philippe d'avoir été avec nous. À vous. Philippe. Quelques instants, c'est David Lorto qui sera avec nous pour parler d'Allemagne, puisque l'Allemagne a écrasé Saint-Marin 7-0. L'after avec vous jusqu'à minuit. À tout de suite.